Merci. Merci à vous de venir au cinéma par le temps qui court, c'est quasiment un acte héroïque. Voilà, j'ai conscience que cette petite conversation peut paraître un peu triviale, un peu une fin un peu radicale. Je peux non pas me justifier, mais m'en expliquer si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, des remarques, des critiques, voire des insultes, j'essaierai d'y répondre dans le micro qui circule normalement. L'origine du projet, c'était de faire une tragédie burlesque. Quand on dit ça, bien sûr, on dit que c'est plus qu'une comédie dramatique. C'est voilà, la scène d'ouverture entre Boulganière et Virginie annonce inexorablement c'est la fin. Donc, je ne vous cache pas que c'est cette fin-là que j'avais écrit au scénario. Il y avait une phrase de Ravel qui disait il n'y a pas de grandeur sans tristesse. Alors je cherchais comment rendre mes personnages grands. Et j'avais trouvé cette fin, qui n'est pas très originale. Ça a déjà été fait dans Thelma et Louise, ça a déjà été fait dans Butch Cassidy et le Kid, pour les cinéphiles. Mais pendant le tournage, j'étais rentré en empathie avec les personnages. Plus exactement, l'interprétation des personnages, c'est toujours quelque chose de dangereux, en fait, et j'ai cherché à les sauver. Donc j'ai travaillé d'autres fins. Et voilà, j'ai fait la fin 1 et la fin 2. J'ai beaucoup travaillé la fin 2, et en fait, ça ne marchait pas du tout. C'est la fin 1 qui s'est imposée très rapidement. Voilà. Je vous raconterai peut-être la fin 2 si vous le souhaitez. Vous ne la verrez jamais. Donc je passais le pistolet. Je braquais M. Kurtzman, alias Philippe Buchamp, et on prenait la voiture et on se sauvait tous dans la Drôme. Voilà, donc il y avait une envolée bucolique comme ça, très sympathique, mais qui marchait pas très bien parce qu'en fait la scène des gamins dans l'ascenseur marche beaucoup mieux que prévu. En fait, elle est assez mouvante, les gamins sont très doués. Et ils ont rendu une sorte de sensibilité qui était un peu surprenante, et du coup j'étais un peu à la course de cette émotion par la suite. Il y avait que cette fin qui prenait le dessus et qui était un peu surprenante. Voilà. Voilà. Alors, le casting, on me pose la question. Alors, Virginie n'était pas une évidence. Virginie faisait partie d'un petit groupe d'actrices qui me faisait très envie, professionnellement en 100 ans. Et gentiment, elles ont toutes accepté de faire des essais avec beaucoup d'humilité, ce qui est souvent très bon signe par rapport aux relations qu'on peut avoir avec des acteurs. Et Virginie ressentait très fort de ses essais, mais spontanément, dans son lâcher-prise, dans son inconscience, dans son sincérité. Elle avait un côté sexy, populaire dans le bon sens du terme, et surtout très émouvante. Voilà. L'incarnation n'appartient qu'à elle. Les chemins qu'elle a eu intérieurement pour arriver à ces émotions-là, c'était son travail. Courageusement, je ne me suis pas intéressé du tout à ça, et je me suis contenté de la filmer. Comme un sale lâche, un sale voyeur. Voilà, voilà, c'est ça qui m'a surpris aussi, c'est ça qui fait que la fin 1 est devenue très comestible. Il y a un petit moment, un travail derrière, et Virginie était débordante d'émotions à ce moment-là et très émouvante. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai été un peu surpris par son interprétation, de même que Nicolas Marié, qui fait Monsieur Blanc. Alors si vous avez déjà vu mes films, il faisait déjà un avocat bec dans 9 mois ferme. Quand les rôles sont improbables, général il s'y colle, avec beaucoup d'enthousiasme. Et là aussi j'étais surpris par sa fantaisie, son énergie. Il n'avait qu'un seul défaut aussi, il était tellement dans son jeu qu'il fermait les yeux pendant les prises. Donc il y a quelques percussions qui sont très sincères. Elle voulait tout faire pour de vrai, et quand on a fait un petit peu avec l'escalier qui tournait, enfin j'ai fait tourner l'escalier, et ça donne le sentiment que la caméra tourne. J'ai fait une rue, j'ai fait tourner l'escalier, et en fait la seule difficulté que j'avais, c'est que montant les yeux fermés, des fois il se cassait la figure l'escalier. En ce qui concerne mon rôle, à l'inverse d'Enfant là-haut, qui au départ devait être interprété par Paul Lenners, qui fait le médecin au début du film. Par contre, c'était prévu que je joue ce rôle-là, le rôle étant celui d'un inhibé dépressif. C'est un rôle que je connais bien en fait, au quotidien, on va dire, voilà. Alors il y a, en termes de casting, il y a un monsieur très important dans le film qui vient faire un petit coucou quand il fait le vendeur de fusil, c'est le grand Terry Gilliam. Ce film est un dommage collatéral de Brésil. Le Parasite est un film, si vous n'avez pas vu, vous voyez ce film, c'est un pur chef-d'œuvre, film visionnaire, prophétique, à la mise en scène spectaculaire et fantaisiste et inventive, etc. etc. Voilà, j'ai vu ça quand j'étais jeune, c'était un vrai film fondateur en ce qui me concerne. J'y voyais le monde à venir qui n'est autre que celui qu'on traverse en ce moment. Voilà, donc Terry m'a fait la gentillesse de faire ce petit coucou, et puis le film est dédié à Terry Jones, qui est le metteur en scène de Monty Python, que lui aussi j'avais la chance de fréquenter depuis 20 ans et qui a énormément compté. Leur sens de l'absurde, finalement, n'a qu'une corrélation avec la réalité absurde qu'on est en train de traverser, d'où l'importance de Monty Python. Dernière chose que je peux vous dire de façon intelligente, pas de question bâtarde, je n'en doute pas, c'est voilà, tout ce qu'on a fait, en fait, on a beaucoup menti dans ce film. Si vous n'avez rien vu, tant mieux, mais il n'y a pas toutes les nuits sont fausses, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de rond-point. Tout a été fait sur fond bleu, tout a été fait en création numérique. Je voulais vraiment garder les acteurs avec moi pour ces scènes-là. Je voulais mettre l'incarnation sur le plan émotionnel et pas être parasité par un décor naturel. Alors je travaille depuis 15 ans avec un superviseur d'effets spéciaux qui est très doué, qui d'ailleurs est un gars de Aix-en-Provence, qui s'appelle Cédric Fayol. Et voilà.
qu'il avait dit que la moitié de la salle, ça serait sa famille, donc voilà, c'était un film qui a peur. Et donc voilà, donc avec lui j'ai travaillé, et donc l'intérêt c'était qu'avec le chef opérateur sur le plateau, on restituait les éclairages des mobiliers urbains que vous connaissez, ces sodium qui tombent en douche sur le visage, qui dramatise quelque part. Il fallait que le raccord soit parfait par rapport au travail qu'allait faire Cédric derrière. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites comme ça. Il y a 850 plans trucs. Il y a la moitié du film en fait qui est bidon. Si vous n'avez rien vu, tant mieux. Le salon de coiffure est fou. Ce que décrit comme lui M. Blin, c'est faux, c'est que des incrustes ont été sur un fond bleu. Alors la difficulté pour les acteurs, notamment Virginie, quand elle parle à son gamin à travers l'ordinateur, évidemment, c'est qu'elle parlait à un énorme fond bleu. On était sur un plateau de 1000 mètres carrés. Il n'y avait même pas de figuration autour. Hein. C'était fait après, c'est dans un deuxième temps. Et donc, il fallait qu'en plus de son émotion, elle ait de l'imagination. Alors, bien sûr, j'ai montré les storyboards, j'ai montré les photos, des immeubles, des dessins de ce que ça va être par la suite. Mais voilà, il faut comprendre que c'était délibéré et je voulais garder encore une fois les acteurs avec moi. Parce qu'un décor naturel peut des fois être très parasitant, la météo, l'horaire, le bruit, etc., etc. Et on a poussé le vice jusqu'à le métro. Par exemple, le métro, il y avait juste une ville de métro, tout le reste a été fait, bien sûr, en studio. Il n'y avait pas à aller dans le métro pour faire ces plans-là, ça aurait été une perte de temps. Voilà, donc le film a été fait sous cette convention-là. Et si vous avez rien vu, tant mieux. Je suis bien content, on vous a menti. Voilà. Enfin, si vous avez des questions, j'aurais l'air moins bête. Voilà, bonsoir. Pardon, excusez-moi. Vous êtes où? Levez la main. Voilà, ok. Vous parlez de Terry Gilliam, mais moi j'ai pensé aussi à Ken Loach, que vous aimez beaucoup, à Chaplin, à Lubitsch, au personnage de Vittorio Gassman dans Parfum de femme, évidemment. Dans le personnage tout ça, c'est des films, bien sûr, que j'ai vus. Alors, vous parlez de Ken Loach, il ose la simplicité, ce que je n'ose pas moi-même. Voilà. Vous êtes le cinéaste du mélange des genres, en fait. Ah, voilà, exactement. Je suis un bâtard, voilà. Non. C'est les gens les plus intelligents, les bâtards. Donc, oui, mais c'est pas ça. C'est que il y a deux traitements dans votre film. Il y a l'écriture, qui est assez poétique, assez surréaliste, et le traitement de l'image, c'est l'image qui fait surgir le fantastique. Le fantastique de vos images, de vos plans, etc., ne sont pas gratuits. Ils sont pour aller sonder l'âme humaine dans tout ce qu'elle a de plus complexe. L'amour, le rejet, le dégoût de soi, l'envie d'enfant, tout ça. Tout ça, c'est traité par l'image. Et le texte, c'est pas une paraphrase du texte. Non, alors, vous avez raison, c'est que je vais être plus précis, l'image va pas me raconter ce que je ne peux pas raconter. Exactement. C'est ce que je suis un auteur limité. Non, vous n'êtes pas un auteur limité. Non, mais je l'assume. Mes références, moi, c'est les auteurs. Les héros de ce métier, c'est les auteurs, de Simenon à Balzac, en passant par Hugo, etc., et des centaines d'autres. Et Pierre Lemaitre. Et Pierre Lemaitre, en doute, qui d'ailleurs est en train de voir le film dans la salle et qui va sortir un dictionnaire du polar. Voilà, très bien. Je vais le voir tout de suite. Et donc, l'image, un mouvement de caméra peut raconter l'émotion d'un personnage, un mouvement circulaire, un mouvement, la photo, le son, etc. Bien sûr, tout ça, c'est des choses dont je m'aide. Et j'ai toujours été sensible, c'est pour ça que Terry Gilliam était une référence, j'ai toujours été sensible à la générosité d'un cinéaste. Et quand il vous prend par la main et vous dit ce n'est que du cinéma, d'où l'extravagance parfois filmique ou l'extravagance de scénario, ce n'est que du cinéma, mais on va quand même parler un petit peu de la réalité. Voilà, donc c'est pas gratuit, mais c'était délibéré. Voilà. Je vous remercie de le noter. Et ma question, en fait, c'est quand vous travaillez un scénario, est-ce que vous faites deux parties, justement, une partie d'écriture et une partie de l'image? Non, le scénario, c'est que le scénario. Et après, quand c'est enfin fini, après 18 mois de laborieux efforts pour raconter à peu près toujours la même histoire depuis 25 ans, là je découpe, et c'est vraiment un truc qui me plaît, le découpage me plaît beaucoup, c'est que je m'amuse plus, je fais des storyboards, etc., quitte à remettre ça en question dans la mise en scène et surtout dans l'interprétation des comédiens. Voilà. Enfin, en tout cas, vous avez compris que c'était un très grand film. Super, c'est mon frère, je pense. Moi, je voulais savoir, le film est un peu plus ancré dans la réalité que vos autres films. Donc je voulais savoir que vous nous expliquiez ce choix, autant sur les personnages, mais même sur la mise en scène qui est moins fantasque que vos autres films. Et je voulais savoir pourquoi. Alors, le film est plus ancré dans la réalité parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de nez rouge, en tout cas chez moi. Ils sont très identifiables, ces personnages. Une coiffeuse, un vieux geek. Alors, le personnage le plus brésilien, c'est cet archiviste aveugle, c'est assez improbable, mais quand on voit ce qu'il est capable de faire une administration, pourquoi pas. Franchement, j'ai rappelé. C'est l'institution en tant que telle, c'est pas les gens qui travaillent. L'institution, des fois, est un peu absurde, un peu kafkaïenne. Voilà. Mais la grosse différence, mais ça, c'est Envoi là-haut qui l'avait amené, c'est tout d'un coup, il n'y a plus besoin de nez rouge, comme j'avais besoin, ce qui m'amusait dans 9 mois, ou même surtout dans Bernie, puisque je raconte un peu la même histoire depuis 25 ans. Mais dans Bernie, je crée un personnage
qu'on pouvait regarder, mais auxquels on ne pouvait pas s'identifier. Là, on peut s'identifier à ces gens-là, donc ils sont très troublants. Virginie, surtout, on peut vraiment s'identifier à elle, qui n'a pas connu une coiffeuse sexy, qui travaille au taquet, j'en connais plein personnellement. Voilà, et les vieux geeks aussi, j'en connais plein. Donc c'est plus basé sur des gens qui existent. Et puis la mise en scène n'avait pas besoin d'une fantasmagorie particulière. Il y a des fois, je me suis beaucoup amusé avec la caméra, je pensais enfermer au vilain. Là, je voulais me rapprocher d'une comédie de mœurs actuelle, même en attirant l'attention sur les déviances du monde que vous traversez, la technologie hyper développée, l'incommunicabilité des gens, on n'arrête pas de se tromper dans les noms, etc. Et surtout la difficulté de s'aimer dans un monde que je trouve dépressif et anxiogène. Voilà, si tant est qu'il y avait un message. Et là, les gens sont plus troublants parce qu'ils sont plus identifiables. C'est peut-être ça qui change un peu la donne. Voilà. Selon votre message, c'est vrai que le film est à la fois très, très solaire, parce qu'il y a cette bonté, il y a cet espoir entre les trois personnages, et puis ils se heurtent à la désespérance par rapport à un système qui est complètement gangréné. Du coup, justement, vous parlez de message, est-ce que vous êtes plutôt dans... votre fin est tragique, mais finalement, est-ce que vous êtes plutôt dans le côté optimiste de la bonté humaine ou désespéré par rapport à un système qui nous manque? Quand je vous vois tous masqués, je suis un peu désespéré quand même. Parce que l'époque, elle est encore pire que ce que je pouvais imaginer. Je ne pensais même pas connaître ça de mon vivant, à vrai dire. Après, je crois définitivement au genre humain, mais alors complètement. Je suis pour l'individu face à la masse. Je suis pour Proudhon, je me saisis Proudhon plus que Marx. Voilà, vraiment, je crois à ça sans parler d'anarchie. Hein. C'est pas ça du tout l'anarchie, c'est autre chose. Mais... Donc oui, je crois au génie humain. Un stade de foot, pour un insupportable, vous pouvez parler avec lui. Mais quand il est avec ses copains, il ne faut plus parler avec lui. Il vous fait fuir. Donc voilà, définitivement, voilà, la seule Chaplin disait la vie n'a aucun sens, la seule façon de donner un sens, c'est de s'aimer. Ben voilà, c'est ce qu'essayent de faire ces personnages-là. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas réussi à s'aimer. Voilà, mais j'aime pas trop parler de message. Quand je commence le film, je pense au personnage, qu'est-ce que je pourrais raconter, je pense pas au message que je vais faire. Après, on sort forcément, entre guillemets, un message émotionnel ou un message qu'on est interprété en tant que spectateur. Et voilà. Oui. On va essayer de parler fort. Vous avez un micro. Ah oui, ça marche. Déjà, je voulais vous dire merci. C'est un message un peu personnel, mais je vous ai découvert quand vous étiez sur scène et que vous faisiez des sketchs. Au XXe siècle, oui. C'est ça, au siècle dernier, exactement. Et personnellement, j'avais été très déçue quand vous aviez arrêté ça parce que j'avais adoré. Et depuis, je ne suis pas du tout déçue parce que j'aime beaucoup tous vos films et j'aime l'énergie que vous apportez et ce côté déjanté. Ça fait du bien, vraiment. Et dans le côté déjanté, j'aime beaucoup les Monty Python. Et je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est venue cette idée? Est-ce vous, Esther et Gilliam, de lui faire vendre des armes? Oh, bon, faire vendre des armes, malheureusement, c'est pas une idée très originale. Vous n'en avez pas partout sur Internet. Il y a des boutiques. Alors, non, parce que je voulais que Terry vienne dans le film. Il était déjà dans 9 mois, il était déjà enfermé. C'est toujours un clin d'œil d'avoir Terry Gilliam. C'est quelque part, je pense ça comme une validation de mes irritations filmiques. Et donc, Terry est venu, et cette idée, mais ce petit rôle-là. J'ai failli avoir Michael Palin aussi, qui est l'autre grand acteur des Monty Python que j'adore, qui a failli faire le rôle qui finalement a fait Berroyer, qui l'a fait très bien. Voilà, parce que bon, voilà, c'est juste il se trouve qu'il y a ce rôle-là de vendeur de fusils, qui en plus c'est des réseaux internet qui existent, ils parlent tous en anglais, c'est américain. Alors vous achetez des flingues comme vous achetez des biscottes en France, quoi. Donc il n'y a aucun problème à trouver des références. Il peut demander à Terry de faire ce petit coucou, il l'a fait sans aucun problème, ça lui a pris 1 heure de temps. Et je tiens à dire aussi, une petite anecdote, c'est que j'avais mis un texte devant lui, il était très vexé, donc on a supprimé le texte, il savait son texte par cœur. Voilà, voilà, j'en ferai plus. Oui. Oui, bonjour. Donc merci déjà pour le film, hein, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je voulais savoir, au niveau de la culture web, vous avez beaucoup il y a beaucoup de personnages web qui ont des rôles assez importants dans le film, c'est quelque chose d'assez rare dans le cinéma français. Donc je voulais savoir si ça venait... Personnage du web, vous voulez dire Oui, Ken Kojandi. Oui, alors je connais beaucoup Grégoire Ludic, David Marseille, Ken Kojandi. Et c'est des jeunes acteurs qui sont un peu l'avenir d'aujourd'hui, je trouve. J'aime beaucoup leur spectacle, ils me font rigoler, etc., etc. Et ils étaient venus au départ pour faire Monsieur Blin, parce que je pensais que Monsieur Blin était quelqu'un de jeune. Et ça ne fonctionnait pas. Un aveugle jeune, c'est assez triste en fait. Et même eux, qui sont vraiment talentueux, ça ne fonctionnait pas. Et donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur Nicolas Marié, c'est une bonne pioche. Mais gentiment, ils sont quand même venus faire un clin d'œil. Et j'espère les retrouver dans le prochain film, qui normalement devrait parler que de gens jeunes, entre guillemets, c'est trentenaires, quadragénaires. Voilà, mais j'apprécie beaucoup tous ces 3 personnages-là. Voilà. Et je voulais que vous parliez du hub au niveau de la technologie informatique, à savoir que tout a été supervisé par des hackers, et tout ce que vous avez vu est malheureusement possible
n'importe le nom dans la salle, on tape un nom et quelqu'un peut effectivement retrouver quasiment votre vie en 10 minutes. Et voilà, ils ont même fait pire, ils montraient des choses, ils apparaissent même pas au générique, c'est vous dire s'ils sont sur deux quand même. Allez-y. Oui. Ah, c'était une fausse piste, bon. Ex-Oise, on a fini? Une fois, deux fois? Encore mademoiselle, oui, la dame. Oui, moi je vous admire physiquement déjà. Je trouve. Non mais non. Infirmier. Non, un autre monsieur Blin. Non, pas du tout. J'ai beaucoup apprécié vos performances physiques quand vous faisiez dans d'autres films. Je me souviens plus du titre. Et je trouve que voilà, ça donne une énergie. Ça vous donne une énergie. Et je pense qu'au niveau, quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête aussi, non? Je n'ai pas essayé de dire que je suis dans ma tête, mais bon. Ce déséquilibre me permet de raconter des histoires. Ouais, donc voilà, ça vous dit ça, c'est oui. essentiel. Une grande ambition. Vous êtes franchement humain, voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Bon alors, ex, je sais pas quoi. Oui, bonjour monsieur. Vous avez fait découvrir Nicolas Barrier, en fait. Moi, je le connais depuis 30 ans, ça fait 30 ans que j'ai découvert. C'est un acteur vraiment extraordinaire. On avait débuté ensemble sur ce qu'on appelle les matinées classiques. C'est un truc qui est fait pour les gamins, autant dire la portée sociale du projet est assez mince. Et on faisait la VAR, moi je faisais un petit rôle quelconque, et lui faisait Harpagon, et je parlais de ça, c'était il y a plus de 30 ans. Et j'avais été impressionné par son professionnalisme de ce projet, qui était une ambition assez modeste. C'est un immense acteur, il n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il ne le sait pas. Et donc des fois il fait des tas de choses aberrantes, je dois faire des pubs, des machins, il veut toujours travailler Nicolas, toujours travailler. Voilà, donc des fois je dis mets-toi un petit peu en retard, c'est vraiment un acteur immense. Et voilà, son choix de vie, de carrière, c'était celui-là, mais de temps en temps il fait des écarts de régime pour venir faire un peu de jeu avec moi, et c'est un acteur que j'apprécie énormément. Il s'est beaucoup amusé dans le personnage, et c'était très étonnant de le voir sur le plateau. Voilà. Nicolas Barrier. Puis hop, on va rentrer à la maison. Bah oui. Merci à vous, bonne soirée, merci.